Le 1er juin 2009, un A330 d'Air France reliant Rio à Paris disparaît des écrans radars tôt dans la matinée. L'avion transporte alors 228 personnes à son bord, dont 73 Français. On apprendra quelques heures plus tard qu'il a sombré dans l'Atlantique. Il s'agit là de la plus grave catastrophe qu'ait jamais connue Air France. Et on en parle aujourd'hui avec Jean-Baptiste Audoucet. Bonjour, vous êtes vice-président de la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. D'abord, ce jour-là, vous êtes à l'aéroport de Roissy, vous attendez votre compagnon qui se trouve dans cet avion. Le vol est d'abord annoncé avec du retard. Que va-t-il se passer ensuite ? Mais en fait, ce jour-là, je suis arrivé à Roissy et j'ai découvert que le vol avait du retard, alors que j'ai pour habitude de regarder toujours avant de partir à l'aéroport quand je vais chercher quelqu'un ou quand un proche voyage, de regarder sur le site internet si effectivement le vol est à l'heure ou pas, et il était annoncé à l'heure. Donc ça m'a paru étrange, donc je suis allé à un comptoir Air France pour demander si ce vol arrivait bien au terminal 2E ou ailleurs. Ils m'ont envoyé au terminal 2B. Donc je suis allé au terminal 2B, et au terminal 2B, ils m'ont dit non, il arrive bien au terminal 2E. Donc j'ai commencé effectivement à angoisser. J'ai compris après pourquoi au terminal 2B, parce que c'est là-bas que les familles ont été reçues après dans un salon. D'accord. Mais effectivement, je suis revenu au terminal 2E, et quand je suis arrivé dans ce terminal, il y avait plein de pompiers, il y avait des secouristes, du personnel Air France. Et c'est là que je suis allé voir une hôtesse et que je lui ai demandé si le vol arrivait bien et pourquoi il y avait autant de monde. Et c'est là qu'elle m'a amené vers l'extérieur et que elle m'expliquait qu'ils n'avaient plus de nouvelles de l'avion. Et c'est là qu'on comprend en fait instantanément ce qui s'est passé. Et en début d'après-midi, très officiellement cette fois, le patron d'Air France va venir annoncer à tout le monde qu'il n'y a donc plus d'espoir. Dans votre esprit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous réalisez tout de suite que vous ne reverrez plus votre compagnon, que l'avion s'est crashé ? En fait, ça vient tout simplement confirmer effectivement qu'on ne reverra plus notre proche, que je n'aurai plus revu, que je ne reverrai plus mon compagnon. Par contre, j'ai trouvé que c'était annoncé assez froidement, c'est-à-dire qu'il est arrivé devant nous. J'étais avec des amis qui étaient venus et il nous a juste dit voilà, il n'y a plus d'espoir, on n'aura plus de contact avec l'avion et de toute façon mathématiquement l'avion n'a plus de carburant, donc il n'y a plus aucun espoir. Et alors j'imagine que très vite vous vous posez des questions. On vous parle d'abord de causes météorologiques, c'est ça, éventuellement la foudre, vous y croyez ? C'est-à-dire que dans un premier temps, je me suis mis une bulle autour de moi, je suis resté en famille avec mes amis pendant 3 semaines et c'est après seulement que j'ai commencé effectivement à m'intéresser aux causes effectivement de l'accident. Il y avait différentes hypothèses, alors j'ai évité de les écouter parce que au début, c'est que des hypothèses et pas basées sur des faits. Donc, j'attendais des informations du BEA. Et c'est lors de réunions avec le BEA qu'on a eu quelques informations. Mais le BEA travaille sur des faits et pas sur des hypothèses. Et malheureusement, il n'y avait pas encore beaucoup d'éléments à nous transmettre, ce qui est assez frustrant pour les familles. Et vous allez quand même rapidement devenir président de l'association des victimes du vol Rio-Paris. Quel est votre combat à ce moment-là ? C'est quoi ? C'est chercher la vérité, justement ? Oui, le but était double. On a créé une association pour, d'une part, s'entraider, et que les familles se rencontrent parce que... Bien sûr, on a besoin de parler à ce moment-là. On a besoin de parler à ce moment-là. On a beau être entouré par la famille, par les amis. Quand quelqu'un a connu le même drame que vous pouvez plus facilement se faire comprendre, on peut plus facilement échanger. Et puis après, c'était bien évidemment de tout mettre en œuvre pour la recherche de la vérité parce qu'il faut en tirer toutes les conséquences pour qu'un tel accident ne puisse se reproduire. Et vous allez sentir que ça va coincer. J'ai lu dans plusieurs interviews, vous dites qu'il y a eu une résistance du petit milieu de l'aéronautique, que le BEA voit les victimes, je cite, comme des emmerdeurs, comme les emmerdeurs de service. Oui. C'est-à-dire que le milieu de l'aéronautique est un tout petit milieu, ils se connaissent tous. Il y en a qui viennent de la même promotion de grandes écoles, ils passent de la Direction générale de l'aviation civile à Air France, des ministères au BEA, donc ils se connaissent tous. Et puis en plus, le BEA, c'est une entité qui a une organisation qui n'est pas indépendante, comme l'homologue américain, le NTSB, qui lui est totalement indépendant. Le BEA dépend du ministère des Transports. Et donc automatiquement, quand il n'y a pas de communication de la part du ministère ou du BEA, tout est fait pour qu'il y ait un climat de suspicion. Alors que justement, si le BEA avait intégré les familles dans les phases de recherche, dans l'enquête, quand il y a un climat de confiance et de transparence, automatiquement vous avez l'adhésion des familles et aucune famille peut crier au complot. Et alors justement, c'est le BEA qui va se tromper en délimitant la 3e zone de recherche. Ça paraît complètement aberrant.
C'est assez hallucinant, étant donné qu'en plus, l'association avait fait une proposition d'une zone de recherche qui s'est avérée être la bonne, parce que c'est la 4e phase de recherche qui a permis de découvrir les boîtes noires. Mais le BEA ne voulait effectivement pas en entendre parler, parce qu'il considérait que les familles n'avaient pas les compétences sûrement pour effectivement trouver la bonne zone de recherche. Et donc ce n'est en effet que le 3 avril 2011 que les enquêteurs vont localiser dans l'Atlantique un gros morceau de l'habitacle de l'avion qui contient encore des corps à ce moment-là. Qu'est-ce que vous ressentez ? Le sentiment était double. D'une part, un soulagement parce que ça allait permettre d'avancer dans la recherche de la vérité. Et puis c'est surtout après, le 1er et le 3 mai, où on a réellement découvert les boîtes noires. Et le 16 mai, on nous a annoncé qu'elles étaient exploitables. Donc là, on était effectivement réjouis parce que tout le combat qu'on avait pu mener effectivement depuis 2 ans pour ces recherches allait aboutir pour la vérité. Et puis beaucoup de tristesse parce que ça me ramenait finalement 2 ans en arrière. Oui, bien sûr, c'était difficile de sortir de ce drame. Il va ensuite y avoir plusieurs rapports d'experts. Qu'est-ce que ces rapports vont mettre au jour ? Le givrage des sondes Pitot, alors c'est un peu technique, mais c'est vraiment l'élément clé, et l'erreur de pilotage, qui est aussi un élément clé dans ce drame. En fait, dans ce drame, après un tel drame, il y a 2 enquêtes. Il y a une enquête du BEA qui permet effectivement, c'est une enquête technique qui permet de faire des recommandations en termes de sécurité aérienne. Et le but là maintenant, c'est de suivre ces recommandations. Et malheureusement, on voit qu'avec le crash du MH370, la recommandation sur les boîtes noires n'a pas été encore mise en place assez rapidement. Donc il faudra le suivre. Et puis il y a une enquête effectivement pénale qui permet effectivement de dégager des responsabilités. Et dans ces 2 enquêtes, il y a plein de rapports d'experts. Et dans ces rapports, on a pu voir que c'était effectivement que les causes sont multiples, et notamment le givrage des sondes Pitot, qui est le point d'entrée de cet accident. Et après, il y a eu différentes causes, qu'elles soient techniques, de l'Airbus, de l'ergonomie, ou effectivement humaines des pilotes. Après, il y a une cascade de mauvais gestes, en fait, des pilotes qui ne savent pas gérer le givrage des sondes Pitot parce qu'ils n'ont plus de repères de vitesse ou d'altitude. Ils n'ont plus de repères, et c'est surtout qu'ils n'ont pas été formés par Air France dans ce type de cas. Vous avez eu des explications là-dessus ? Pourquoi des pilotes qui n'ont pas été formés en cas de givrage des sondes Pitot ? Non, après, ils ont maintenant mis en place effectivement une formation. Depuis le drame ? Depuis le drame, je pense que ça sera débattu au moment du procès. Là, maintenant, il y a une formation, bien évidemment, qui a été mise en place. Mais il y a eu un manquement dans la formation, mais il y a eu un manquement aussi de la part d'Airbus et d'Air France avant le crash, étant donné qu'il y a eu différents cas déjà de givrage des sondes de Pitot, et rien n'a été fait à temps. Airbus et Air France, qui, je le rappelle, ont été mis en examen pour homicide involontaire. Est-ce qu'on sait quand aura lieu ce procès ? Alors l'instruction est toujours en cours. A priori, le procès aurait lieu en 2017, au premier semestre. En 2017 maintenant. Qu'est-ce que vous en attendez ? Vous le redoutez, j'imagine ? Vous redoutez de vous replonger dans ce dossier une énième fois ? Oui, alors je l'attends plus que je le redoute. Moi, j'attends qu'il y ait un débat contradictoire, effectivement, qu'on puisse dégager les éventuelles responsabilités, parce que si quelqu'un a commis une faute, il faut qu'il soit poursuivi et condamné. Maintenant, personnellement, j'ai pas de sentiment de vengeance. Tout ce que je veux, c'est effectivement la vérité. Il n'y a pas une vérité qui m'arrangerait plus qu'une autre. Jean-Baptiste Audoucet, si je vous demande de terminer cette phrase, le 1er juin 2009, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? C'est le jour où j'ai perdu une part de moi-même, mon compagnon, et c'est aussi le jour où j'ai pris conscience que la vie, finalement, peut être courte, et donc qu'elle mérite qu'on la vive intensément. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Audoucet, d'avoir accepté mon invitation, et je sais que ça soulève beaucoup d'émotions. Merci d'autant plus d'avoir accepté mon invitation. Merci. L'information continue sur LCI.